Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité locale. Voici les titres de ce mardi 15 mai 2018. La police nationale entend recruter 8000 agents, dont 3300 gardiens de la paix. Voilà les images. Une campagne nationale de communication vient d'être lancée et parmi les acteurs, des policiers yvelinois. Vous découvrirez les spots et puis les témoignages dans un instant. Le 18 mai, journée européenne de lutte contre l'obésité. En France, 6,5 millions de personnes sont considérées comme obèses. Nous en parlerons avec la présidente de l'association Les Poids Plumes, Claudine Canal. Et puis notre portrait de la semaine, comme chaque mardi. Aujourd'hui, rencontre avec Éric Jarlan, fondateur du club d'Homkido de plaisir, l'Homkido, discipline qui regroupe de nombreux arts martiaux. La première phase de la nouvelle procédure Parcoursup pour l'inscription dans le supérieur pour les élèves s'est achevée le 31 mars. Les lycéens, apprentis, étudiants en réorientation et candidats inscrits à l'étranger ou non scolarisés ont enfin confirmé leurs vœux. Ils sont 70 913 à avoir fait la démarche dans l'Académie de Versailles, chacun pouvant faire plusieurs vœux. Plus de 243 000 se sont portés vers des licences à l'université et près de 470 000 vers des filières dites sélectives, classes préparatoires ou encore écoles d'ingénieurs. À noter que l'Académie de Versailles annonce la création de 1500 places supplémentaires afin de répondre au mieux aux demandes d'orientation de chacun. C'est une première depuis 18 ans. Vous l'avez peut-être déjà vu sur votre écran. La police nationale lance une opération séduction via des spots publicitaires. L'objectif, donner l'envie aux plus jeunes de s'engager. Des vidéos sont aussi disponibles sur les réseaux sociaux. Plusieurs Yvelinois ont participé activement à cette campagne de communication. Le reportage de Nicolas Kirilovitz. Protéger chacun de vous au quotidien est le sens de notre engagement. Plusieurs ambiances et plusieurs interventions policières en l'espace de 30 secondes seulement, le tout valorisé avec des images soignées. La nouvelle campagne de communication de la police nationale se veut juste et efficace. Pour tenter de convaincre les plus jeunes de devenir policiers, toutes les facettes du métier sont mises en avant. Il y a la police judiciaire, l'investigation, la police secours, la police du quotidien, mais aussi des métiers de geek comme la cybercriminalité, motocycliste de la police, CRS en milieu montagnard. C'est vraiment 1000 métiers qui s'offrent aux jeunes. Alors oui, on a voulu montrer cette diversité, mais le point commun entre tous ces métiers, c'est l'objectif ultime, préserver la paix publique, protéger les gens. Pour ce premier spot diffusé à la télévision depuis 18 ans, une vingtaine d'agents jouent les comédiens. Parmi eux, plusieurs Yvelinois. Durant 3 jours de tournage, ils ont ainsi pu découvrir un nouvel univers. C'est une belle expérience, quoi. J'avais jamais vu un tournage en vrai. Donc non, c'était cool, mais les 2 premiers jours, je peux vous assurer que je suis rentrée chez moi, j'avais très très froid, quoi. Au début du tournage, c'était chiant. C'était clairement chiant, parce que toutes les 2 secondes, toutes les 3 secondes, couper, tourner. Et c'est vrai qu'on n'est pas habitué, c'est long. Mais après, quand on voit le résultat final, c'est vrai qu'on est vraiment content, vraiment satisfait, quoi. En plus de la télévision, différents clips sont également diffusés sur les réseaux sociaux. Selon un sondage réalisé pour cette campagne, près de 31% des jeunes ont déjà pensé à entrer dans la police. 8000 postes sont à pourvoir cette année. 18 mai, journée européenne de l'obésité, une maladie qui touche un nombre grandissant de personnes, 16% de la population française. Au niveau mondial, le surpoids concerne plus d'1,5 milliard des plus de 20 ans, un chiffre qui pourrait doubler encore d'ici à 2030, une véritable épidémie. Claudine Canal, bonsoir. Bonsoir. Et on va tout de suite corriger avec vous, je vais vous présenter, vous êtes présidente de l'association Poids Plumes, vous êtes mobilisée, on va parler de vos actions, mais on va tout de suite corriger un des chiffres que j'ai donné. Vous me disiez tout à l'heure, c'est pas 6,5 millions de personnes en France, c'est plus encore. On est à plus de 7 millions. Actuellement, oui. Donc on peut parler de véritable épidémie, de progression très rapide. Très rapide, et en plus, ce qui est affolant, c'est que plus on avance et plus les couches enfants sont touchées. Donc c'est alarmant. Et comment on peut expliquer cette progression aussi rapide alors qu'on a l'impression aussi que les campagnes de communication pour alerter, aussi pour faire attention à ce qu'on mange, à la santé, au sport, sont de plus en plus nombreuses? C'est beaucoup plus, je veux dire, beaucoup plus multifactoriel. La population, effectivement, pense que c'est un état de fait, mais c'est une maladie. Déjà, la maladie a été reconnue en 1997 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est une très jeune maladie reconnue. Elle n'est pas prise en charge en termes de longue durée. Donc ça aussi, les gens comprennent pas que c'est une maladie.
Et toutes les personnes pensent que, en fait, si on est obèse, c'est parce qu'on se laisse aller. Le plus important pour aussi votre association, c'est aussi de lutter contre ces idées reçues et d'expliquer que si on est obèse, c'est pas parce qu'on se laisse aller, voilà, pour faire simple. C'est le regard des autres le plus difficile. C'est sûr. Donc l'objectif de notre association, effectivement, elle a 4 axes, c'est l'information, le conseil, l'accompagnement au quotidien, ça c'est très important, et la co-construction des parcours de soins avec les équipes médicales et paramédicales. Parce qu'on amène effectivement notre expérience de vécu, et ce qui fait enrichir et donne une valeur ajoutée à un parcours de soins. Vous-même, vous avez été touché par la maladie et vous avez déploré le manque d'écoute aussi à l'époque, plus jeune peut-être aussi, et le manque de conseils. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, je me suis engagée. Je me suis engagée depuis à peu près 7 ans maintenant, à fond, pour aider les personnes plus jeunes à prendre conscience qu'ils sont malades et qu'il faut se prendre en charge. Avec cette association Poids Plume, comment vous intervenez justement vous et puis peut-être quelles sont les demandes aussi qui sont exprimées, que ce soit par les plus jeunes ou par les autres? Qu'est-ce qui ressort le plus souvent? Alors, ils ont vraiment besoin d'une écoute, d'aucun jugement, pas de tabou. Donc, nous, on forme tous nos bénévoles à être bienveillants avec toutes les personnes, à avoir de l'empathie aussi, parce que et pas avoir de rejet. Et les personnes, en fait, ils apprécient de s'orienter, ils s'orientent vers nous pour avoir ce soutien au quotidien. On parle de ce travail d'accompagnement, ça se caractérise comment concrètement, ne serait-ce que pendant la journée du 18, ça se prolonge au-delà de la journée du 18 mai d'ailleurs, vous avez commencé dès hier déjà. Déjà, dès hier à Poissy-Saint-Germain, pas très loin de chez vous. Et comment on accompagne les patients? Eh ben, on crée des créneaux de marche, on les aide à se remettre en activité physique, on crée des lieux d'écoute avec des permanences. Ici, sur ce territoire, par exemple, à Trappes, à l'hôpital de Trappes, on a un partenariat avec cet hôpital et on crée effectivement un lieu d'écoute tous les 2e samedis de chaque mois pour venir échanger et effectivement pour orienter le mieux possible toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie à prendre la bonne décision et se prendre en charge. On va renvoyer tout de suite vers la page Facebook également de l'association pour avoir aussi les dates des prochains événements qui sont programmés, également sur Paris. On va aussi préciser que c'est le Sud-Yvelines, mais pas seulement. Voilà, c'est Sud-Yvelines, c'est Paris. C'est la page Facebook, c'est les Poids Plume France. Et toutes les actions, c'est une journée nationale qui est portée par le collectif national des associations d'obèses, qui a reçu le patronage du Bruxelles, en fait. C'est la 9e édition cette année. Et toutes les actions seront retrouvées sur JEO-CNAO.fr. On parle même de journée et de mobilisation européenne. Peut-être on peut faire un point sur l'approche aussi de l'obésité, de la maladie chez nos voisins européens. Est-ce que tous les pays évoluent de la même manière? Non. Non, pas du tout. Alors, la prise en charge de l'obésité qui est la mieux acceptée en termes de maladie, c'est au Portugal. En Italie, on ne parle pas de chirurgie, c'est quelque chose de tabou, puisque bon, effectivement, pour pallier cette maladie, il y a différentes possibilités. Notre association nous accompagne effectivement les personnes qui veulent un parcours de chirurgie, mais pas seulement, des personnes qui sont en surpoids, puisqu'on ne peut pas laisser devant la porte les personnes qui ont des problèmes et qui sont malheureux, quoi. La solution aujourd'hui, c'est uniquement la chirurgie, justement? Non, pas du tout. Il y a des centres spécialisés. D'ailleurs, il y a des centres spécialisés qui peuvent prendre en long séjour pour faire des rééquilibrages alimentaires. C'est un programme multidiscipline. Donc, on a le droit à avoir, quand on rentre dans ce programme, des notions de diététique, des notions psychologiques. On est suivi par un psychologue. On peut travailler sur des ateliers parce que c'est pareil, les idées reçues que l'on a par rapport à la maladie, l'entourage n'est pas un super compagnon de la personne obèse. On a aussi de l'activité, donc j'ai dû le dire, déjà activité physique qui est mise en place, un certain nombre de choses aussi, la redécouverte de son corps, l'accès par des gestes
en socio-esthétique. Et puis on a aussi toutes les actions médicales qui ne sont pas répertoriées vraiment comme médicales, comme la sophrologie, des études de pleine conscience, des prises de conscience. Oui, vous parlez de psychologie. Quand vous parlez de maladie, on parle de maladie psychique. Ah non, mais de toute façon, la problématique de la personne obèse, ça passe par la psychologie. Et il faut vraiment un accompagnement psychologique pour comprendre d'où vient le mal. Et c'est un travail d'équipe. C'est une réaction bien souvent à un fait. événement antérieur. Ça peut ne pas que être ça. Ça peut être aussi un problème génétique. C'est multifactoriel et c'est très compliqué. C'est pas une maladie simple où est associé plein d'autres maladies, plein d'autres pathologies comme le diabète, l'hypertension, l'apnée du sommeil. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui concrètement pour endiguer un peu l'épidémie ? Pour endiguer l'épidémie, déjà, de faire passer les messages qu'il faut dépister au plus vite la maladie, qu'il faut orienter les patients à se prendre en charge et arrêter de juger toutes les personnes qui souffrent de cette maladie. Merci beaucoup d'être venu en plateau pour nous parler du travail de votre association, les Poids Plumes. Et on renvoie vers la page Facebook pour avoir tout le détail des rendez-vous qui sont proposés. Merci à vous. Cette édition du 7-8, le journal du 15 mai, se poursuit avec un petit retour en arrière. Nous revenons à présent sur le 27e mai dessert. C'est à Morpas. Regardez les filles, je vous présente Léa. Léa, c'est une petite brebis d'Ouessant. Elle est née le 3 mars 2018. Avec les cochons nains, ce sont les stars de la ferme pédagogique de cette 27e édition du Mai Dessert. Éleveuse à Saint-Arnoux-en-Yvelines, Hélène Guillemet est venue présenter ces différents animaux. J'essaye de les sensibiliser aux animaux de la ferme, leur expliquer leurs habitudes, leurs comportements, comment ils vivent, ce qu'ils mangent, comment les aborder, comment les respecter. J'ai caressé les animaux, je leur ai donné à manger. C'était des pommes. Et je les ai donnés aux petits cochons. Ils sont tout doux et même ils sont très gentils. À côté des animaux de la ferme, des fleurs, des plantes aromatiques et des légumes. Toute la biodiversité est réunie au cerf municipal de Maurepas durant tout le week-end. Le but, c'est de faire connaître aux visiteurs toutes les méthodes qu'on peut avoir pour jardiner. Entre autres, d'utiliser des paillages pour ne pas faire de traitement. Parce que sur Maurepas, on est au zéro phytosanitaire. Plusieurs milliers de personnes ont foulé les allées fleuries du Mai Dessert. Le rendez-vous est pris au printemps 2019 pour de nouvelles aventures potagères et animalières. Voyage au pays des rêves à présent, le pays de l'inconscient. Pour nous accompagner dans ce voyage, Yann Allégré, bonsoir. Vous êtes concepteur, metteur en scène de Collecte de rêves. C'est un rendez-vous qui se déroule à Guyancourt, salle des expositions. On va peut-être déjà vous laisser définir ce qu'est ce rendez-vous, cette création artistique autour du rêve. C'est très simple. Le titre « Collecte de rêves » dit bien l'objet de ce projet. Dans mon travail, je me suis toujours posé la question, comme j'ai eu la chance de beaucoup voyager, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui peut relier toutes les personnes, quel que soit leur âge, leur nationalité, leur culture, leur langue. J'ai trouvé des endroits comme ça, des terrains communs. Et il y a un terrain que je trouve particulièrement intéressant parce que il est à la fois très intime et en même temps c'est quelque chose qui a toujours marqué toutes les sociétés où toutes les civilisations s'en sont emparées, y ont cherché des signes, des prophéties, des dialogues avec les dieux ou de la psychanalyse. C'est le rêve bien sûr, c'est le rêve. Et depuis 5 ans maintenant, Unsoweiter, qui est la compagnie que je dirige, mène un travail dans différents territoires dans un collectage de rêves. C'est très simple en fait, c'est très simple. C'est ce qui s'est passé à Guyancourt. Et vous avez demandé aux habitants de participer justement et de venir raconter ce qu'il y a de plus intime, leurs rêves. Ils se sont prêtés assez facilement au jeu. Oui, parce que les règles sont claires. C'est-à-dire que ça se base sur le choix que vont faire les gens. On leur propose de nous raconter un rêve ou un cauchemar, peu importe, qui peut remonter à plusieurs dizaines d'années, qui peut remonter à la nuit dernière. Et les gens le racontent absolument comme ils veulent. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce projet, c'est que, tous les rêves qui sont donnés vont être restitués, tous vont faire partie de l'œuvre, donc il n'y a pas de bon et de mauvais, en fait. Et la seconde chose qui est très importante de mon point de vue, c'est qu'ils ne sont pas retouchés. C'est-à-dire que, quel que soit le langage que vous allez utiliser, si vous me racontez, par exemple, votre rêve en 4 mots,
dans l'œuvre qu'on va produire, vos 4 mots y seront. Il n'y en aura pas 5, il n'y en aura pas 3. On aura pris au pied de la lettre. On reprend exactement ce que nous ont donné les gens. Maintenant, on crée un cadre dans lequel, effectivement, ça va être assez différent. Il y a un peu de musique, malgré tout, pour accompagner. C'est une création, il y a un peu de lumière c'est une installation sonore et lumineuse. Et vous n'avez pas peur de trahir les rêves et d'y apporter votre interprétation aussi? Parce que lorsque vous choisissez les musiques, lorsque vous choisissez les lumières... Il faut plus imaginer un pont. Nous, notre travail, c'est de créer des ponts. C'est-à-dire qu'il y a le rêve intime de la personne qu'on partage finalement assez peu dans la vie de tous les jours. Vous n'allez pas voir votre boulangère, enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais moi, je ne vais pas voir ma boulangère pour lui raconter mes rêves. Et nous, notre travail, c'est très très simple en fait. C'est de créer des ponts, des passerelles où ce qu'on rêve, et qui des fois n'est pas facile non plus, on en est à 580 rêves maintenant. On a fait ça à La Réunion, à Fleury-Mérogis avec des détenus. On a fait ça avec des petits gamins de CP. On a fait ça à Saint-Ouen. Enfin, on a fait ça vraiment dans des endroits très différents. Et ce que je trouve génial, c'est quand tout d'un coup, les gens s'aperçoivent que les rêves qu'ils font, aussi tordus soient-ils, en fait, c'est de la matière commune. Et les gens ils sortent et ils se disent... Ah, bon, alors ça va, je ne suis pas tout seul à être comme ça. Il y a un écho justement d'un rêve à l'autre. Est-ce qu'il y a des points communs? Il y a des choses très surprenantes. Des enfants, il y a des choses très surprenantes. Moi, il m'est arrivé une fois, plus d'une fois même, où le rêve, j'avais une jeune fille de 12-13 ans à peu près qui m'a raconté un rêve qui se passait dans une forêt, sous la neige, où il y avait quelqu'un qui la poursuivait et le rêve s'arrêtait à l'instant où la personne lui mettait la main sur l'épaule. Et 8 mois après, je vais dans un autre endroit, je crois que c'était... à La Réunion, si je me souviens bien. Et le rêve commence, c'est un homme qui me dit « Mon rêve commence, je mets la main sur l'épaule d'une jeune fille dans une forêt sous la neige. » Et quand on a quelqu'un qui vous dit ça, on se dit « Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous relie les uns aux autres. » Il n'y a pas besoin d'être mystique pour ça, il suffit juste d'écouter. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous relie les uns aux autres et qui nous soulage aussi. Encore une fois, moi, je fais ce projet-là parce que je sentais que ça allait créer un soulagement. Ça crée de la communauté, en fait. Et vous voyez, et Dieu sait qu'on en a des séparations dans notre société, dans notre monde. L'âge, ne serait-ce que les enfants par rapport aux adultes. Après, bien sûr, on a la culture, le socio-professionnel, le compte en banque, tout ce que vous voulez. Tout ça, un par un, tous, ils sautent. Tous ces verrous, ils sautent. Et on se retrouve avec quoi? Une espèce d'essence, en fait, des gens et de l'humanité. Et donc, c'est pour ça que l'humanité, vous voyez, avec un grand H, il n'y a pas besoin d'en faire un truc très lointain, c'est là, c'est juste là. Maintenant, il faut des ponts pour y accéder. Et pour découvrir une partie de votre travail, c'est à Guyancourt à partir de demain. Le montage de l'exposition s'est terminé aujourd'hui. Juste une dernière question. Est-ce qu'il y a des rêves que vous refusez, vous sélectionnez malgré tout? Non, jamais. C'est un principe. C'est un principe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté accueillir et de l'autre côté sélectionner. Pour moi, c'est deux choses qui sont complètement contradictoires. Et puis encore une fois, je pense qu'on vit dans un monde qui est basé sur la sélection, qui est basé. Toute la civilisation est basée là-dessus. Et je pense que les gens, de façon plus ou moins consciente, on va dire, on cherche tous des endroits dans lesquels tous ces trucs-là, ils tombent. Et donc, le fait de dire à quelqu'un, quoi que vous me disiez, je l'accepterai et ce sera entendu, ça soulage. Et étrangement, j'ai jamais eu de rêve où je me suis dit, mon Dieu, je dois tenir ma promesse, donc je vais le faire entendre. Mais non, il y a quelque chose qui est pris en charge collectivement. Même si des fois, les rêves sont très violents, mais c'est pas grave, ça. Collecte de rêves à découvrir à partir de demain jusqu'au 30 mai à Guyancourt pour découvrir une partie de votre travail justement autour du rêve, le travail de Yann Allègre. Merci encore à vous. Merci. Et c'est en collaboration avec le service Action culturelle de la commune donc de Guyancourt. Merci à vous. La suite de ce journal, c'est avec un portrait comme chaque mardi. Nous allons parler de l'Omkido. C'est un art martial qui comprend du karaté, du MMA ou encore du Krav Maga, un mélange de différentes disciplines. Et nous sommes allés rencontrer l'un de ses fondateurs et c'était il y a une trentaine d'années. Il enseigne à Plaisir. Portrait de la semaine. Pour se défendre en cas d'attaque ou pour s'entretenir, les arts martiaux sont des disciplines privilégiées. Dans ses cours, Éric Jarlan enseigne plusieurs techniques de combat réunies en un seul et même art martial, le Omkido. C'est un art martial de synthèse qui fait la synthèse donc, des arts martiaux d'Orient et des sports de combat d'Occident. On a évidemment tous les arts martiaux japonais aussi, Jiu-Jitsu, Jitsu Grappling, donc là c'est une forme propre à l'école.
On a la pratique des armes, l'eskrima tudo qui vient donc plutôt des Philippines et des arts malaisiens entre autres. Le kobudo okinawayen, mais aussi tout ça, donc toujours formulé avec des principes communs qui permettent de passer d'un art martial à un autre sans avoir besoin de juxtaposer les techniques. Un tour du monde des arts martiaux qui passe aussi par la Russie avec le Systema, du MMA ou le Krav Maga israélien. Eric a créé le Hapkido il y a 30 ans. Tous les jours, je pratique entre 3 heures et 4 heures pour faire mes propres recherches. Et c'est vrai qu'à force de pratiquer, de rechercher, etc., j'ai pu déjà, au niveau de self-défense pure, éliminer des techniques qui ne fonctionnaient pas. J'ai beaucoup pratiqué les principes seuls, les principes communs aux arts martiaux au niveau de la biomécanique et des principes aussi universels comme la stabilité, l'équilibre, la globalité du corps, le relâchement musculaire, la respiration. Aujourd'hui, son académie est présente à Plaisir. D'autres clubs existent à Poissy, mais aussi au Canada et au Congo. 450 adhérents pratiquent cette discipline. Passionné d'arts martiaux depuis l'âge de 5 ans, le Plaisirois est aussi tombé amoureux de cette philosophie qui prône l'épanouissement personnel et le bien-être. Ce soir-là, cours de tai chi qui débute toujours par un moment de méditation. Pour se recontacter, mais au niveau de son intériorité, c'est-à-dire d'être plus en lien avec soi, lâcher peut-être un peu plus sur tout ce qui peut nous gêner, c'est les schémas du passé, les scénarios du passé. Donc on va réellement apprendre à prendre un petit peu de distance, à changer de rapport aux événements que l'on vit, pour vivre plus dans l'instant, dans le présent, cheminer pour se réaliser et puis se sentir bien en général, je veux dire. Dans la même idée, il a également créé l'ostéokinergie ainsi que différents programmes de remise en forme comme le Calisthenic Functional Movement. Autant de méthodes accessibles au plus grand nombre, Eric souhaite transmettre ses compétences et accompagner ses élèves dans leur évolution. C'est vrai que ça donne une position de force intérieure quelque part face aux événements de la vie. C'est-à-dire que même si on a du stress, des peurs, des émotions, etc., c'est vrai qu'on va quand même gérer les choses, apprendre à gérer dans l'accueil. Et puis en général, on va toujours travailler pour évoluer et pour continuer d'avancer dans les objectifs que l'on s'est fixés dans notre propre vie. Un enseignement physique et spirituel, des stages d'Hapkido ou de Jaya Yoga sont organisés régulièrement pour découvrir ou se perfectionner. Deuxième rendez-vous à présent avec Grégory Canalet depuis La Croisette. Il a fait le déplacement lors du festival de Cannes à la rencontre des Yvelinois présents sur place. Cette fois-ci, rencontre avec un producteur qui recherche des financements. Le Festival de Cannes, c'est le rendez-vous des hautes sphères du cinéma. C'est aussi pour un jeune réalisateur un lieu idéal pour se développer. Originaire de Plaisir, Quentin Dupieux en est à son 5e festival. À la tête d'une société de production, il multiplie à Cannes les rendez-vous d'affaires. Objectif, financer ses projets audiovisuels qui se chiffrent pour certains à plusieurs dizaines de millions d'euros. Quentin Dupieux, la dernière fois qu'on vous avait suivi à Cannes, c'était il y a 2 ans. Vous présentiez ici un court-métrage au Short Film Corner. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous là, depuis ces 2 ans ? Depuis ces 2 ans, j'ai monté ma société de production, Velvet Sun Productions. On s'occupe principalement, on a 2 axes principaux de travail, une partie publicité, à la fois sur la France et l'international, notamment avec la Chine, et une partie production de long métrage, et là aussi avec une portée internationale et multiculturelle. Quand on gère une société de production, forcément, au début d'un projet audiovisuel, il y a une question qui revient, c'est le financement. Comment ça se passe quand on veut monter un projet ? Quand on veut monter un projet de production de long métrage, en tout cas, c'est déjà beaucoup de temps et beaucoup de patience, c'est beaucoup de rencontres, de réseaux. Nous, on amène des projets, donc c'est toujours le jeu, c'est de convaincre des investisseurs de venir investir dans les films qu'on a envie de développer et de produire. Donc tout le jeu de la production est là, c'est-à-dire d'aller voir le maximum de gens, de trouver des financements dans le plus de pays possible, suivant les productions qu'on veut faire, suivant les pays qu'on veut toucher, les marchés qu'on veut toucher, et d'aller chercher des investisseurs, des financiers, des gens qui croient dans le projet pour les emmener avec nous dans cette aventure, pour créer tout ça. Alors vous serez à Cannes jusqu'à la quasi-fin du festival, jusqu'au 18 mai. À quoi ressemblent vos journées concrètement depuis le début de ce festival ? Bien concrètement, c'est beaucoup de rendez-vous. Principalement, c'est beaucoup de rendez-vous avec, qu'on a préparé en amont, des gens qu'on rencontre aussi, des soirées, les fameuses soirées cannoises où il y a beaucoup de travail de networking et de rencontres aussi, et qui nous permet chaque jour d'avoir un planning assez établi entre les rendez-vous, les déjeuners, les dîners, et d'enchaîner tout ça.
Alors vous n'allez pas nous dire qui vous avez rencontré, mais est-ce que des personnes sont intéressées par les projets que vous présentez? Oui, on a beaucoup de chance cette année. C'est un festival qui se passe très bien pour nous. On a de l'intérêt notamment du côté de la Chine, on a de l'intérêt aussi du côté de l'Angleterre et des États-Unis avec des projets qu'on a, notamment un projet entre l'Angleterre et la France. Donc ça se passe plutôt très bien, on est très content avec mon associé de notre festival. Ces rendez-vous avec les potentiels financeurs, ils se déroulent ici au sein du palais du festival? Non, finalement très peu. C'est plutôt dans les restaurants, dans les hôtels, dans les bars. Finalement, le palais sert beaucoup pour la vente des films, donc souvent des films qui sont déjà faits. Nous, on est quand même à une étape de financement, donc on est moins formel, j'allais dire, dans les rendez-vous et les lieux dans lesquels on se rencontre avec les investisseurs et les coproducteurs. Une dernière chose, c'est votre 5e festival. Il faut être ici à Cannes, surtout quand on est à la tête d'une société de production. Il faut être présent ici à Cannes. Effectivement, en tant que société de production, c'est vraiment important pour nous d'être présents à Cannes. C'est le seul moment de l'année où des représentants de tous les pays du monde sont présents au même lieu, au même endroit, avec la même passion du cinéma, et pour développer des projets justement là-dessus. Donc c'est très très important pour nous et c'est une plateforme incroyable chaque année. Merci Quentin Dupuis. Merci beaucoup, merci Grégory. Focus à présent sur un film subventionné par la région Île-de-France. Celui-ci fait partie de la sélection de la quinzaine des réalisateurs Festival Parallèle. Amine de Philippe Faucon, c'est l'histoire d'un Sénégalais venu travailler en France. Il a laissé derrière lui son épouse et ses enfants. Sa vie solitaire va basculer le jour où il rencontre Gabriel, avec qui une relation se noue. Amine, vous faites une pause ? Alors ça y est, vous allez terminer ce soir ? Cannes 78 touche à sa fin. Demain, la suite de nos rencontres avec les Yvelinois de la Croisette. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain à partir de 18h en direct avec Nicolas Kirillovitz pour une nouvelle édition.